Bon, alors aujourd'hui, un petit état des lieux sur l'immobilier résidentiel en France. Comme vous pouvez le voir là-dessus sur le site du gouvernement, l'immobilier résidentiel, ça représentait en 2022 22% du PIB. Comme on a pu le voir, les ventes sont en baisse, on est toujours en baisse, surtout avec la région Île-de-France qui est le marché directeur de l'immobilier résidentiel. Donc là, comme on peut le voir sur ce graphique, l'indice des prix et le volume des ventes sont assez liés. Quand les volumes baissent, les prix baissent en même temps. Donc sur ce graphique, tu peux voir le prix au mètre carré de l'immobilier ancien en Île-de-France. 2021-2022, on a atteint un plateau et un sommet, et depuis, ça ne fait que baisser. Alors, autre donnée, au deuxième trimestre 2022, un pic sur les 5 dernières années. Et puis, nous sommes toujours en baisse. Et 2022-2023, on se retrouve à être assez bas par rapport aux années précédentes. De même du côté des autorisations de mise en chantier. Et ça transparaît également sur le graphique des mises en chantier cumulées. On voit encore une fois que nous sommes sur un point bas. Alors maintenant, pour la commercialisation des logements neufs, ça baisse et donc l'encours augmente, ce qui fait que nous avons un stock qui augmente. Donc le prix de l'immobilier neuf devrait baisser. Comme là, on peut le voir, les mises en vente sont en baisse, les ventes également, ce qui fait augmenter l'encours des logements mis en vente. S'il y a trop de logements neufs, ça devrait finir par faire baisser le logement neuf, les prix. Sachant que, comme nous l'avons vu plus haut, les mises en chantier sont plus bas, et normalement, d'ici 2, 3, 4 ans, nous devrons assister à un rééquilibrement avec une stabilisation des prix et, a priori, un redémarrage du secteur et donc les prix du neuf devraient se remettre à augmenter. Voilà, d'autant plus que les coûts de construction ont significativement baissé depuis 2022. Nous sommes revenus à des niveaux de coûts comparables à la fin 2020 et début 2021. Comme nous l'avons vu précédemment, le nombre de transactions dans l'ancien est en baisse. Donc, pareil, là aussi, pression baissière. Voilà, et donc l'indice des coûts de construction, comme on peut le voir, ça a augmenté et maintenant on commence à baisser. Ça commence à baisser dans les chiffres de l'INSEE. Tandis qu'ici, on a vu que ça avait déjà baissé à partir de la fin 2023. Là, nous ne sommes qu'au troisième trimestre, donc la baisse n'est pas encore complètement accusée dans les chiffres de l'INSEE. Donc maintenant, quel type d'actifs, selon quelle géographie, la baisse est la plus marquée? Donc d'abord, en Île-de-France, on voit que c'est là qu'il y a les plus grosses baisses, ce qui est normal, c'est la région la plus volatile et la plus dynamique. Ce sont surtout les maisons qui sont fortement impactées par la baisse, ce qui peut se comprendre étant donné que les coûts d'emprunt ont augmenté. Là où c'est le plus cher, c'est les maisons à cause de leur surface, tandis que les appartements ayant une surface plus réduite, leur prix est moins important. Donc nous pouvons voir à différentes échelles les variations des prix des logements. Donc sur un an, ce sont les appartements qui baissent le plus en général, et que globalement, c'est plutôt les maisons qui baissent le plus fortement qu'à leur prix. Les maisons anciennes, en province, c'est plutôt stable. Les prix ont l'air plutôt stables comparés aux prix de l'Île-de-France. Maintenant, l'immobilier commercial en zone euro, ça en est en baisse toujours, mais il semblerait que nous ayons atteint un creux. Ça forme un creux, ça commence à remonter. Reste à savoir si nous sommes vraiment dans le creux ou si nous ne sommes pas encore sortis du creux. Maintenant, l'immobilier commercial dans le monde, voilà, ça se stabilise. Prix de l'immobilier à des échelles plus segmentées. Au niveau de la France métropolitaine, il me semble que c'est la France métropolitaine ici, toujours en baisse depuis quelques mois, avec la plus forte appréciation de l'immobilier faite au cours des 5 dernières années. Dans les zones rurales, on baisse plus que la moyenne nationale, sachant que Paris est la plus forte baisse. Alors sur 5 ans, les prix baissent également. Et donc c'est plutôt le top 50 des plus grandes villes de France qui est stable et qui semble tirer l'indice national avec Paris est en baisse, tandis que les plus grandes villes
si les 50 autres plus grandes villes sont plus stables. Que plutôt 50. Donc, les prix immobiliers à Paris, il reste encore un arrondissement qui se trouve au-dessus des 15 000 euros du mètre carré. Nous verrons à l'avenir si la baisse va se stopper et à ce moment-là, les autres arrondissements vont se remettre à monter ou bien ça va continuer de baisser. Alors maintenant, les anticipations des professionnels de l'immobilier. Donc maintenant, ils s'attendent à une stabilisation, un petit peu comme nous l'avions vu avec l'immobilier commercial au niveau international. Donc les professionnels de l'immobilier ont l'air d'être plutôt attentistes, étant donné que 69% s'attendent à une stabilisation, voire une hausse. Et donc d'une part, il y en a encore qui s'attendent à une baisse. Donc nous avons là le résultat d'un sondage sur les intentions de colocation des professionnels de l'immobilier que les fonds maintenant réorganisent leur immobilier commercial avec une baisse de l'immobilier bureau. 2024 sera toujours difficile pour l'immobilier de bureau. En revanche, ils ont fortement augmenté leur allocation dans l'hôtellerie, sûrement parce que ça a dû être très sinistré du fait des confinements et qu'il semblerait qu'il y ait une reprise. Et donc, ils ont dû, ça doit être probablement pour ça qu'ils s'en remettent à investir dans l'hôtellerie. Ils ont également bien diminué la relocation dans l'immobilier résidentiel. Alors maintenant, les investissements dans l'immobilier d'entreprise, donc là, encore une fois, on est toujours au plus bas sur une décennie. Vraiment, là, on est retourné au niveau de la crise de l'euro. On est quand même bien bas, donc oui, si on est plus bas que 2013, on doit être entre 2012 et 2013 sur des niveaux comme cela. Donc, une très forte baisse des investissements. Donc, un graphique sur l'évolution des taux de rendement des différentes classes d'actifs de l'immobilier commercial comparé au rendement de l'obligation française à 10 ans. Donc, comme vous pouvez le voir, le rendement de l'OAT à 10 ans a commencé à baisser, tandis que essentiellement l'immobilier commercial de Paris, centre-ville, qui est indiqué, c'est là qu'il y a eu la plus forte augmentation pour le taux de rendement. Le rendement augmentant, la valorisation décroît. Souvent, ça décroît aussi. Donc, soit l'immobilier est fortement augmenté, soit la valeur a chuté. Et ça me rappelle une proposition d'investissement que j'avais vue entre 2022 et 2023. La première proposition et la seconde, il y a eu un écart de 50%, de moins 50% précisément, sur la valorisation d'un bien que nous pouvions acheter. Donc maintenant, les volumes d'investissement dans l'immobilier résidentiel, c'est pas n'importe lequel, ce n'est pas les appartements de monsieur, madame, tout le monde, mais c'est quand même un indicateur. Et là, on se retrouve encore une fois dans des niveaux comparables à ceux que nous avions eu au cours de cette période de crise de l'euro ou crise des dettes souveraines. Donc, un graphique qui représente les investissements des fonds dans l'immobilier de bureau par segment géographique. Et donc, en Ile-de-France, la Défense, quasiment que dalle. 15 millions d'investis seulement en 2023. Oui, ça doit faire un immeuble. Et encore, en région, c'est comme en Ile-de-France, pareil, un petit peu plus d'optimistes. Les trimestres et les premiers trimestres sont équivalents. En revanche, oui, c'est surtout sur la fin que l'immobilier de bureau en province, qui est un peu plus stable, on va dire, en tout cas sur les premiers trimestres, mais là aussi, l'immobilier de bureau vont investir dans l'hôtellerie. Donc, comme nous l'avions vu dans le sondage précédent, l'hôtellerie semble revenir, être à nouveau attractif pour les investisseurs. Et donc, là, on se retrouve quasiment au niveau de 2014. On reste en dessous de la moyenne décennale. Cependant, ça reste quand même une bonne année relativement aux précédentes années. La logistique est aussi impactée que par les bureaux. Alors, la création d'emplois depuis 2009, donc ce sont les très grandes métropoles régionales qui en ont créé le plus depuis 2009. Et l'écart semble se creuser. C'est là où il y a eu le moins de destruction d'emplois au cours des confinements. Oui, donc ces très grandes métropoles régionales, c'est comme Lyon, Toulouse, Bordeaux, Marseille. Ensuite vient le Grand Paris. Alors, le Grand Paris, pour avoir un visuel, c'est spoté, là. Ils sont obligés. Maintenant, Paris ne suffit plus à elle-même. Il faut vraiment qu'ils
qu'ils aillent gratter jusque dans les champs, là. Donc, voilà, le Grand Paris. Et donc ça, c'est le machin qui crée en deuxième position le plus d'emplois. C'est l'Île-de-France, c'est à peu près 12 millions d'habitants, il me semble. Donc oui, c'est ça. C'est plus de 12 millions d'habitants, l'Île-de-France. Donc le Grand Paris élargi, pour deux mouillés, on doit être une dizaine de millions, alors que Paris, Lyon, Marseille, c'est moitié moins. Hein, c'est quand même une métropole régionale, c'est moitié moins d'habitants, ça crée plus d'emplois, plus dynamique. Les métropoles intermédiaires, Lille, Caen, Nice, Montpellier, ouais, ça, c'est surtout Montpellier, peut-être Clermont-Ferrand, Brest, sûrement. Bref, des agglomérations quand même de taille importante, qui n'ont pas l'importance de villes comme Lyon. Et puis, donc, le reste de la France, ça peine. Ça peine, ça peine. Donc, il faut, donc, pour l'instant, les créations d'emplois se font toujours dans les villes, massivement. Alors, surtout dans les pays qui sont tracés, qui ont de la complexité. Aucun lien avec le graphique précédent. Là, il y a un classement des villes qui ont les plus d'emplois. Donc, par exemple, donc, les 5 plus grandes villes. Donc, c'est Lyon, Toulouse, Marseille, avec Aix-en-Provence, tiens d'ailleurs. Comme le Grand Paris, Bordeaux et Nantes. Alors, ce qui est surtout intéressant, c'est la création d'emplois en 2022 comparé à 2021. Il y a quasiment moitié moins d'emplois créés par rapport à 2021. C'est comme signe que l'économie ne va pas bien. En tout cas, en 2022, ça n'allait pas bien. Pour moi, nous sommes en récession depuis 2022. Pour l'instant, les chiffres de l'INSEE nous montrent qu'il y a toujours de la croissance. Donc, les chiffres de l'INSEE nous montrent qu'il y a toujours de la croissance. Donc, 2 fois, nous étions à 0, et puis maintenant, nous sommes à 0. 0 de croissance. Sauf que bon, croissance, mais formation de capital brut fixe. Donc, quand même 0,1 de croissance, pas de récession sur 2023. Avec 2% quand même. Et 2% de croissance en 2022. Sachant qu'il y a quand même une baisse du capital fixe que l'on exporte moins également, et qu'il y a même une baisse de la demande. Le revenu disponible brut, les chiffres, est-ce que c'est stable, que le pouvoir d'achat, ouais, grosso merdo, c'est quand même baissier. Et là, encore une fois, on a un trimestre qui fait tout, qui rend toute l'année en vert. Bon, d'ailleurs, c'est possible qu'il y a un problème dans leur calcul. Pas possible d'avoir 1,09, que d'aller ici, puis 0,7, et là, avoir finalement une année à 0,8, puis 0,8. Il va y avoir d'autres décimales qui vont aider, mais bon, le poids de moins 0,9% fait quand même bien important. Alors, maintenant, l'évolution de l'emploi salarié dans le privé, hors le public. 2023, c'est stable. Alors, donc maintenant, là où la création d'emplois est la plus importante, c'est comme ça a été vu tout à l'heure, Ouest parisien, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Marseille, Nice, et est-ce que c'est Rennes par là? Oh, je ne sais plus. Maintenant, les défaillances d'entreprise. Donc, étonnamment, le nombre de défaillances d'entreprise était bas en 2022, et maintenant, ça monte en flèche. Alors, des informations comme les défaillances d'entreprise, ce qui est important, ce n'est pas le niveau, c'est la dynamique. Donc là, en dynamique, le nombre d'entreprises qui font faillite est quand même beaucoup plus important que lors de la crise de 2008-2009. Ok. Ce petit bout de mèche, là, ce petit segment, là, cette petite droite qui paraît ça, un double en dynamique. Alors, c'est quand même faussé par toutes les aides du gouvernement qu'il y a eu lors du confinement et des PGE. Donc, ça, en fait, ça a reporté énormément de faillites d'entreprises. Donc, on peut se dire que c'est pas si grave, en fait, normalement, on est à peu près au même niveau. Oui, mais non, parce que c'est quand même la dynamique qui est importante. C'était pas la même chose d'avoir, on va dire, 10 000 entreprises qui font faillite en un mois et 10 000 qui font faillite en un an. Ce n'est pas le même impact. C'est quand même plus fort. En plus, les coûts de l'énergie ont bien augmenté. Alors maintenant, l'indice des prix des appartements anciens en France métropolitaine, d'après l'INSEE. Là, donc, on voit que les prix baissent quand même. Donc depuis le pic
qui doit être quelque chose dans les 130. On doit à la louche être dans les 130 et là, on doit redescendre. Peut-être que ça doit faire à peu près moins 5%. T3 2022 le plus haut. Et donc là, on serait à 127. Ouais, donc ça, moins 6 points, moins 5%. Ouais, le même ordre de grandeur. Alors maintenant, le Euribor, ce qui est très important pour les investissements et les emprunts. Donc les taux d'intérêt, là, sont 4%, ça se stabilise à 4%, qu'il semblerait qu'on soit sur une 4. Peut-être que nous sommes dans une situation similaire à 2008-2009. Ça a fait un premier plus haut en 2007 et le dernier plus haut avant de baisser de fin 2008. C'était avant la crise. Là, l'Euribor se stabilise à 4%. Ça ne baisse toujours pas, donc effectivement, la crise n'est pas tout à fait là. Alors maintenant, la question, c'est est-ce que ça continue de rester là, à ce niveau-là? Est-ce que ça baissera? Pour ma part, je ne sais pas, étant donné que d'une part, l'économie réelle de la France et par extension c'est la zone euro, peut-être que tous les pays sont en rentrant en récession. Si ce n'est que les pays sont déjà en récession pour 2022, mais voilà, avec les chiffres, il y a toujours un décalage temporel. Et puis, ils sont quand même souvent à se stabiliser à 4%. S'ils se mettent à baisser fortement, c'est la crise est admise et que donc, ça sera le moment d'investir. Alors, on peut toujours commencer à investir dans l'immobilier maintenant. Pendant que ça se stabilise, c'est quand même bon signe puisque d'un autre côté, ça donne de la visibilité à plus long terme pour les investisseurs. Là, dans l'immobilier résidentiel, par exemple, ça peut être intéressant de commencer à chercher à investir. Mais bon, je précise que ça n'est qu'un avis et aucunement un conseil. En aucun cas un conseil d'investissement. Donc voilà pour ce tour d'horizon sur l'immobilier. Je pense que je continuerai d'en faire encore à l'avenir, 2 fois par an ou alors 4, semestriel et trimestriel. Je ne sais pas, je verrai. Donc pour le mot de la fin, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et encore mieux si elle vous a été utile.